Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Donc j'aime pas beaucoup les influenceurs parce que l'influence, déjà au niveau des grands groupes, des États, c'est quand même une communication indispensable. Mais les influenceurs, ce que je n'aime pas chez eux, c'est que c'est des pubs déguisées que l'on dit gratuites, mais elles ne sont pas gratuites parce qu'eux les monnaient. Si on avait des influenceurs qui faisaient partie d'une agence, annoncent la couleur et que le consommateur sache qu'il n'est pas trompé, ce serait formidable. Et ça va devenir formidable. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Jacques Séguéla, on ne le présente plus, 88 ans, plus en forme que jamais, originaire de Perpignan, docteur en pharmacie, fils de pub, 60 ans de carrière publicitaire, 45 ans de mariage et 5 enfants. Après plus de 1500 campagnes publicitaires, 20 campagnes présidentielles et 33 livres, Jacques va évoquer dans cet épisode les GAFA, l'écologie et du métier qu'il ferait s'il devait commencer sa carrière. Bonjour Jacques, merci Bonjour. de nous recevoir dans tes bureaux chez Havas, donc on surplombe tout Paris. Fils de pub, 60 ans de carrière publicitaire, 45 ans de mariage avec la même femme, je précise. Sophie, talentueuse architecte d'intérieur par ailleurs. 5 enfants. Oui, moi j'ai 5 enfants de la même femme. Les publicitaires généralement ont 5 enfants de 5 femmes différentes. Et c'est pas mon principe de vie. Donc déjà c'est un exploit, c'est déjà une particularité dans ce monde de la pub. Non, c'est beaucoup de chance d'avoir trouvé la femme de ma vie au moment où déjà j'avais 40 ans. C'est au moment où ma vie allait basculer, elle est venue changer ma vie. J'ai compris une chose, que la vie ne vaut d'être vécue que pour le grand amour. Il y a plein de choses à faire dans la vie, y compris aller sur la Lune. Bon, quel intérêt si on n'y va pas avec le grand amour. Et ça fait 45 ans que je suis marié avec Sophie, 45 ans d'amour pur. Tous les matins, quand je me réveille, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. » Tu es beau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cahuzac a dû passer dans la nuit, me replanter des cheveux, etc. Je me précipite devant ma glace. Je vois ma sale gueule d'octogénaire, bientôt de nonagénaire d'Hécati. Je me dis, bon, ta femme, je dis ma mère, c'est la mère aussi de mes enfants, mais ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Bon. Et je pars retrouver ma maîtresse. Tu connais l'histoire, bon. Et ma maîtresse, c'est la pub. Donc, ce sont ces deux amours qui me maintiennent en vie. Et j'ai compris qu'on ne pouvait parler de grand amour que le jour de sa mort, si on mourait la main dans la main avec sa femme. Donc une histoire de cœur. Toute ta vie a été finalement une histoire de coup de cœur ou de cœur ou d'amour. D'amour de ma femme, de coup de cœur de la pub. Parce que la pub, c'est le contraire. La pub, elle multiplie les femmes. Ouais. Elle multiplie les coups de cœur. Il faut une fidélité pour une marque de son positionnement, de son slogan, de son style de campagne, même de l'utilisation de ses médias, de sa raison d'être. Mais chacune est différente. Donc finalement, moi je suis monogame dans ma vie privée, polygame dans ma vie de publicitaire. C'est ce qu'on nous demande en même temps, de se réinventer pour chaque marque, pour chaque campagne. Et d'ailleurs, l'un doit certainement aider beaucoup l'autre. Oui, je pense. Quelle est aujourd'hui, Jacques, ta journée type ? Ma journée type, moi je me suis réveillé ce matin à 7h, je me réveille toujours à peu près dans ces heures-là.
Et tous les matins, je commence par écrire. Je suis en train de finir mon prochain livre qui s'appelle 100 ans, parce qu'il sera publié dans 1 an et demi, quand j'aurai 90 ans. Et le dernier chapitre raconte un peu le monde d'après qui m'attend. Et quand on a commencé un livre, mais moi c'est mon 35e, donc finalement je n'ai pas arrêté d'écrire ma vie durant, il faut jamais laisser une journée sans écrire au moins 3 mots, 3 lignes. Bon, il faut jamais couper le fil, parce que si tu coupes le fil, tu risques de ne plus jamais reprendre le fil de ton écriture. Et donc j'ai écrit quelques pages ce matin. Je suis arrivé à l'agence vers 9h30. Et j'ai préparé un moment très important pour nous de l'agence qu'on appelle le village, parce que on a créé, c'est Yannick Bolloré d'ailleurs, il n'est pas là mais tu vois son bureau est de l'autre côté, on a créé plus d'une 60aine de villages. On a 100 agences on a 500 agences dans 100 pays du monde. Donc on a créé une 60aine de villages. Les villages réunissent toutes les 3 semaines, sous la houlette de Yannick, qui n'en manque pas une, qui est une sorte de revue de détail de la créativité de chaque des 20 divisions différentes de la publicité, métiers nouveaux de la publicité, parce qu'ils s'en créent pratiquement un par an, qui viennent se rajouter à ça. Donc leur expression créative, leur new business, où tout le monde se donne la main pour dire mais comment on va t'aider pour décrocher ce new business-là. Et puis après, au départ, un petit speech de Yannick qui nous donne des nouvelles du groupe et des nouvelles évidemment de Vivendi, puisque maintenant on est partie prenante de Vivendi. Et à la fin, évidemment, comment on voit le futur. Ça veut dire que toutes les 3 semaines, on a une sorte de réunion collaborative, mais qui est aussi alors c'est moins vrai pendant ces périodes de visioconférence, parce qu'on en a plus de la moitié en visioconférence de nos collaborateurs, mais c'est une sorte de communion collective d'amour de la pub et d'amour du futur. Et tu interviens tous les 3 semaines, toi aussi? Moi, j'interviens pour présenter la communication internationale. Alors ça s'est terminé à midi. Après, j'ai eu le meilleur moment de ma journée. Je suis allé déjeuner en amoureux avec ma femme, tous les deux. Je suis revenu tôt à 2h. J'ai 3 interviews, donc préparer mes 3 interviews de la journée, puisque il y a le tien, il y a après une interview sur les slogans de campagne, et puis une interview sur les meetings de campagne pour des télés différentes. Bon, et puis j'ai préparé mon conseil d'administration qui est demain, où je fais un speech sur la créativité. J'ai pas commencé, je ne sais pas comment je vais arriver à me glisser dans les à trouver le temps entre les interviews. Et puis, comme toujours, j'ai fait une partie de publicité, à la fois de New Business. On sait peu que nous sommes à VAS la première agence santé du monde. Je suis en New Business sur un client qui s'appelle Boiron, qui est le champion de la vraie médecine, celle qui vient de la nature et pas celle qui vient des hommes. Et donc j'ai préparé ça parce que j'ai un petit déjeuner avec la directrice générale début de semaine prochaine. Puis Decathlon, parce que moi j'ai créé la marque Decathlon il y a maintenant 44 ans, je crois, et le slogan à fond la forme, qui maintenant Decathlon est devenu très international. Et donc à fond la forme, c'est intraduisible, donc ils m'ont demandé de me remettre le couvert. Donc je me suis penché un peu là-dessus. Et puis, moi, je crois aussi au budget de demain. Donc, j'ai été appelé par une maison de luxe qui est en train de lancer une sorte de Chanel bis, ou plutôt une marque de luxe haut de gamme, tu vois, et qui démarre, qui n'a jamais fait de publicité encore. Et donc, il vient me voir et il me dit comment vous pouvez nous aider. Et donc, je prépare ça avec nos agences de BETC en lui disant c'est un petit Hermès que vous devez devenir. C'est-à-dire, première réflexion, haut de gamme, commencez par le haut, et puis après, vous aurez toujours le temps de redescendre. Et puis, on va se mettre au boulot.
Donc une journée bien remplie quand même. Ça commence par l'écriture, ça continue, les interviews, les enchaînements, donc ça ne s'arrête pas. Donc c'est plutôt bon signe, c'est bien. Moi, je déteste le travail à domicile, donc je suis tous les jours à mon bureau, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, à nos autorités, j'en ai rien à foutre. Très bien, je pense que c'est la meilleure façon de vivre de sa passion, parce que c'est une passion quand même. C'est ça qui, à mon avis, lead un peu tout ton parcours quand même. J'ai le plus beau bureau de Paris, regarde ça. Ah oui, je dis toujours à Yannick, mais tu es le patron, pense au bureau, il n'y a pas plus haut. Il me dit non, c'est pas haut, c'est le tien, c'est notre sanctuaire. Ouais. Et pour avoir fait pas mal d'agences, je peux te dire quand même, dans les différents secteurs, que pour moi, c'est la plus belle vue. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Et on a la chance qu'il fasse beau. Donc ça, c'est aussi rare. Jacques, si aujourd'hui tu devais commencer ta carrière, est-ce que tu serais dans la politique, publicité, influenceur, soyons fous, rêvons, comment tu appréhenderais la nouvelle vie professionnelle qui t'attend aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui dans les mains et par rapport au contexte actuel, etc. Écoute, je pense que quand on refait sa vie, on change de vie. Oui. Parce que c'est la vie qui nous change. C'est en changeant d'horizon que l'on va trouver son bonheur. Sinon, ça va être un remake. Et les remakes sont jamais au niveau des originaux. Moi, je rêverais de faire le métier de mon fils. Mon fils était un brillant mathématicien. Il est rentré dans les 3 premiers d'HEC. Et 3 jours après, il m'a dit « Papa, c'est pas mon milieu. Il n'y a pas d'idée. Ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent déjà qu'à leur carrière. J'arrête. » Je lui ai dit « Mais tu es fou. C'était ton passeport. Demain, alors il m'a dit je veux faire des films, je veux être cinéaste. » Je lui ai dit « Mais tu veux faire cinéaste, c'est magnifique. Mais c'est ton passeport. Fais-moi plaisir, vas-y 2 heures par semaine, mais maintenant, il n'y a pas d'examen de sortie, donc tu as déjà gagné tes galons à l'entrée. Et il m'a écouté. Et il a commencé à faire son premier film où il a filmé son père en train de rater la seule campagne présidentielle de ma vie, parce que à cette époque-là, j'avais fait 19 campagnes présidentielles, 4 en France, et 10 autres, 15 autres dans le monde. Et j'avais une chance hallucinante d'avoir vu les 19 victorieuses. Bon, et la 20e qu'il a filmée, c'est Jospin, que j'ai perdu. Et ça m'a tellement touché, parce que pour la première fois, comme j'étais tellement habitué à la victoire, je ne me rendais pas compte de la souffrance de l'échec. Pas la mienne, mais je me suis rendu compte que j'avais trahi la confiance de 50% des Français. Et que c'était très lourd à porter. J'en ai pas dormi pendant 3 mois. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai dit, bon, on va arrêter. Il y a suffisamment d'autres choses à faire dans la publicité normale. Donc, j'ai arrêté là. Et mon fils a fait son film qui est sorti sur la 5, je crois, sur Canal+. Et puis, maintenant, il est à son 4e film. Le 3e, c'était Docteur, avec Michel Blanc. Le dernier avec Catherine Fro et Lucchini, le titre n'est pas définitif, mais je crois que ce sera un homme heureux. Moi j'ai vu le film absolument magnifique, et surtout il commence à shooter dans 15 jours pour Netflix Monde, le biopic de Bernard Tapie. Donc moi c'est pas ce métier de réalisateur que j'aimerais faire, parce que le métier de réalisateur c'est terrible. Il faut 2 à 3 ans pour faire un film. Et moi, la pub m'a habitué à faire, j'arrive le matin, et s'il faut l'annoncer dans le Figaro le lendemain matin. Ou le slogan en réunion. Les slogans en réunion. Bon. Donc, mais j'adorais être producteur. Voilà. C'est les histoires qui te fait... Évidemment, tout ce qui a un peu fait ta carrière, c'est les histoires, oui, le storytelling. C'est raconter des histoires. Et un producteur, c'est un fabricant d'histoires. Bien sûr. Bon, de raconter des histoires, d'aller chercher les talents, de les mettre ensemble, d'arriver à leur donner une sorte d'influx créatif, comme il y a l'influx nerveux, d'être très présent. Moi, ma porte est ouverte. J'ai oublié que
dans l'open bar que je suis tous les jours, il y a un créatif qui va pousser la porte, qui va dire ma fiancée m'a laissé tomber, qu'est-ce que je fais? Je dis panique pas, j'ai une invite à déjeuner, on va arranger ça. Ou bien donc c'est Papa Séguéla qui réconforte tout le village. Il y a une jeune fille de l'entrée, c'est peut-être elle qui t'a reçu, une hôtesse de l'entrée, qui vient me voir il y a 3 ans et qui me dit j'en peux plus, il me faut 1 heure de transport public pour aller chez moi le matin, et 1 heure et parfois 1 heure et demie pour revenir. Je lui dis, écoute, ils vont essayer de te loger sur place. Donc, elle avait la possibilité d'avoir un logement social. J'ai écrit à la mère en lui expliquant sa situation. Bon, pas de réponse. J'ai dit que c'est pas grave. On a recommencé la 2e année, on a recommencé la 3e année. Elle vient d'avoir son appartement. Donc, je pense que c'est le métier aussi d'un patron créatif d'agence, d'avoir le cœur sur la main. Aujourd'hui, comment tu vois, alors comme tu as vécu quand même toutes les époques de la publicité, c'est-à-dire de la création des premiers slogans, des premières campagnes, aujourd'hui on est dans une communication un peu plus intégrée, un peu plus omnicanale, enfin il n'y a pas que la publicité aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses. Comment tu vois aujourd'hui ce secteur de la communication? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce qu'on a plus d'opportunités? Est-ce que c'est une période un peu magique où on est quand même peut-être à la frontière entre plusieurs mondes, hein, parce qu'on a les GAFA d'un côté, oui. On a les médias de l'autre, classiques je dirais. Comment tu vois ce monde aujourd'hui de la communication? Le monde est en attente de la révolution qui se fait attendre. Bon. Parce qu'elle se passe surtout en Amérique, au milieu de 4 ou 5 milliardaires qui trustent tout, et qui, à part de faire des bateaux qui ne peuvent pas passer sous les ponts, qui montrent que quand même, ils sont milliardaires, mais pas très malins. Bon. Jeff Bezos va quand même démonter un pont à Rotterdam pour faire passer son bateau. Mais pas très malin. Pas une très bonne idée. Donc c'est bien qu'on ne soit pas milliardaire, ça va pouvoir faire de la pub. Bon. On est à cet instant charnière. Avec d'abord une première chose, c'est que la pub a été et restera d'avoir une idée. Et ça ne bouge pas. Hier, je faisais une présentation à un grand patron, et je lui présentais des films que j'ai faits il y a 40 ans, qui pourraient passer aujourd'hui dans les télévisions. Donc l'idée ne vieillit pas. Parfois, ça pourrait être un tout petit peu plus vieilli encore, même pas. Elle pourrait passer intégralement comme ça, sans problème. Bon. Donc, il y a une chose qui est assez fixe, c'est que l'imagination doit rester au pouvoir et que sans idée, il n'y a pas d'effet. Bon. La publicité, c'est l'effet E2FET. Les télévisions, c'est l'effet FAITS. Eux, ils ont besoin de se renouveler en permanence. La pub, c'est le contraire, elle doit être très attachée. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde dit, mais la nouvelle créa, c'est des datas. Non, faux. Les datas, c'est un nouveau média. C'est un média extraordinaire, plus personnel que jamais, qui nous dit tout sur tout le monde, etc., qui fait faire des progrès scientifiques à la publicité. Pas de progrès créatifs. La plus grande campagne, elle date des années 70-80, et on peut dire même qu'il y a une sorte d'extinction progressive de la créativité, sauf dans les grandes agences, comme nous on a la chance, avec BTC, qui est la chance, une des 5 agences les plus primées d'Europe, et une des 10 agences les plus primées du monde depuis 25 ans, et encore aujourd'hui, quand je présentais la création, j'en parlais, encore aujourd'hui, leur film pour Lacoste, du couple qui se sépare avec l'écroulement de la Baliverna, est le 7e meilleur film du monde présenté dans les festivals, face à 40 000 autres, parce qu'il y a 40 000 films qui sont testés chaque année et qui vont dans les différents festivals. Donc, la science, elle n'a pas fini de bouger, et évidemment qu'on va aller vers toutes ces portes qui s'ouvrent, et y compris les portes de la visioconférence, mais surtout du virtuel de plus en plus, et des métatati et des métatata. Tu crois au métaverse ou
Je pense que... En communication, je parle. Oui, c'est un jeu vidéo comme un autre. Tout ça va quand même coûter très cher, mais va faire du buzz, mais va donner un peu de sang neuf aux marques, mais va aussi captiver les créatifs. Mais moi, je pense que, en tout cas pour, on va dire, les 10 ans qui me séparent de mes 100 ans, enfin les 12 ans qui me séparent de mes 100 ans, je pense qu'il n'y aura pas de moyen plus efficace pour créer l'âme d'une marque, qui est la seule chose qui compte, pour créer l'âme d'une marque, que la télévision. La télévision aujourd'hui, c'est 30 à 40%, ça dépend un peu des agences, des marques, c'est 30 à 40% des investissements. Les 30 ou 40% autres, c'est à peu près égalité. Évidemment, c'est d'ailleurs, c'est là que la science reprend son pouvoir sur les arts. Bon, c'est évidemment tout ce qui est la publicité numérique et les réseaux sociaux. On va en parler après avec le meilleur et le pire qu'il représente. Mais 75% des marques que j'ai connues, moi, au XXe siècle, j'en ai créé une dizaine, sont mortes avec le siècle. 75% des marques que tu connais aujourd'hui, que tu pratiques aujourd'hui, vont mourir avec le siècle. Quelle est donc la mission d'un vrai publicitaire? Elle est double. Elle est d'abord de vendre. Si tu as un budget automobile, il faut vendre des bagnoles. Bon. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, il y a une 50aine de marques automobiles dans le monde. Et encore beaucoup plus. Et d'autres qui vont arriver. Disons grandes. Ouais. Bon. Il y en a la moitié qui vont mourir. Il y en a 75% qui vont mourir et remplacés par... On commence à... Ce matin, je voyais qu'on a pris le budget d'une société automobile du Vietnam, un très gros groupe qui investit, qui arrive en France. On a gagné le budget la semaine dernière. Bon. Marque inconnue jusqu'alors. Bon, et en plus, dans les produits sont exceptionnels. Bon. Ça me rappelle cette histoire avec François Mitterrand. Je reçois un jour un coup de fil de François Mitterrand. Il était à l'Élysée depuis peut-être un mois ou un mois et demi. Tu connais l'histoire? Je la raconte quand même. Oui. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, bon. Et M. Seguela, est-ce que vous seriez libre à déjeuner? Président, j'arrive. Bon. J'arrive à l'Élysée, on monte dans son... Non, elle était en bas, un petit restaurant privé pour lui, en Bertoya d'ailleurs, très à la mode. Bon. Il me dit, écoutez, Seguela, vous m'avez fait un très beau cadeau avec ma campagne. Moi, je veux vous faire un très beau cadeau. Et c'est vrai que quand je l'avais vu la première fois, il m'avait dit, vous savez, moi, je n'ai pas été battu par Giscard d'Estaing, j'ai été battu par la publicité de Giscard d'Estaing. C'est parce qu'il faisait une meilleure publicité que moi. Il disait publicité, mais en fait, c'était communication. Ouais. Envie de dire publicité pour me faire plaisir. Bon. Et donc, je veux que vous me fassiez une meilleure publicité que celle de Giscard d'Estaing. Mais nous, on est de gauche, on est pauvres. À l'époque, il n'y avait pas l'argent de l'État qui payait les campagnes. C'est pour ça qu'il y avait tellement de complications financières, toujours. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, parce que moi, depuis 2 ans, je me suis préparé à cette campagne. Je veux absolument avoir un candidat et pouvoir m'occuper de lui. Je suis allé en Angleterre, je suis en Amérique, je suis allé dans tous pays qui ont de l'avance par rapport à nous. Mais je veux que cette campagne, ce soit une campagne du cœur, pas une campagne de péripatéticienne. Je veux que ce soit une campagne d'amour. Voilà. Il m'a dit, écoutez, Seguela, vous êtes un peu compliqué, les créatifs, je ne sais pas très bien ce qui peut vous faire plaisir. Réfléchissez une semaine et dites-moi quel est le cadeau que vous voudriez avoir. Je réfléchis une semaine, même pas une journée. Et je lui dis, Monsieur le Président, moi, je voudrais que vous m'offriez une journée du Dalai Lama. Il dit, mais Seguela, vous êtes fou. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Mais vous êtes président. Ben, écoutez, offrez-moi le Dalai Lama. Mais écoutez, je ne connais pas le Dalai Lama. Vous débrouillez. Vous voulez me faire plaisir? Ben, faites-moi plaisir. Bon, une année passe. J'avais complètement oublié la chose. Bon, coup de fil de sa secrétaire, Marie-Claire Potelier, qui dit le président a un dîner ce soir. Il aimerait bien que vous soyez là, si vous pouvez, avec Sophie. Ben, on arrive. Bon. On est à l'Élysée, toujours dans la même salle à manger. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, ma femme, moi, chaise vide. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et arrive
le Dalai Lama. Waouh! On a oublié qu'on avait demandé. Absolument. Bon. Et qui lui explique, d'ailleurs il lui explique avant, mais je vous présente mon publicitaire, etc., qui je dois avoir une très belle campagne. Il voulait que je lui fasse un cadeau et il m'a demandé que pendant une journée vous acceptiez d'être avec lui. Bon, le Dalai Lama comprend pas très bien ce qui se passe, etc. Bon. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je dis, moi je voudrais que vous portiez la bonne parole aux jeunes Français. Donc je vais demander d'avoir l'amphithéâtre de la Sorbonne. Et puis, on va faire défiler, vous allez faire une journée de 8h du matin à 6h de l'après-midi. Toutes les 30 minutes, on va changer le public et chacun pourra poser des questions. Et ça s'est passé comme ça. Intense quand même. Pour le Dalai Lama qui s'y attendait pas. Oui. Et donc, pour se faire pardonner, il dit, est-ce que vous connaissez la fable tibétaine suivante? Non, lui dit le président. Écoutez, c'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie, qui lui dit « Réfléchis bien et réponds-moi. Je vais te poser 3 questions. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir ?» dit « Non !» lui dit le vieux bonze. « Mais non, c'est la bonne question, la bonne réponse. Mais réfléchis. » Deuxième question, quel est l'envers du jour? Et là, le jeune disciple réfléchit. « Maître, je vois qu'une seule réponse, c'est la nuit. » Mais oui, bravo, lui dit le vieux bonze. Voilà, tu as réfléchi, c'est la bonne réponse. Troisième question, quel est l'envers de la vie? Et là, le jeune disciple dit, mais la mort? Mais tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de la publicité. Chaque fois qu'on fait une campagne, quel que soit le média, y compris les réseaux sociaux, c'est une picouse de jeunesse qu'il faut donner dans le sang de la marque. Parce que comment devenir immortel? Quelle est la seule chose qui soit immortelle dans ce monde? C'est l'âme. Donc notre métier, il est de vendre, mais il est aussi de donner une âme à nos marques pour les rendre éternelles. D'ailleurs, il y a 2 ans, on a célébré les 100 ans de Citroën. Citroën n'a pas 100 ans. Il a 20 ans, il a l'âge de mes pubs, il a l'âge de ma 2 chevaux, là, elle est là, il a l'âge de ma 2 chevaux. Quand je suis parti faire le premier tour du monde d'une voiture, elle est là sur mon bureau. Bon, donc, c'est ce côté mystique de la publicité qui me fait l'aimer avec tant de passion et tant de tendresse. Donc, et c'est ça que je voudrais apporter à la production. Parce que la production, elle pense d'abord pognon. Comment on va faire le film, où va aller le film, comment on va faire le film, etc. Donc moi, je voudrais être un producteur qui réunisse le plus possible de talents autour de lui et qui crée, comme ça a été vrai à Hollywood à l'époque, un studio où ces talents sont là, parlent ensemble, travaillent ensemble, produisent ensemble, créent ensemble, etc. Des écuries. Or aujourd'hui, les films, surtout en France, c'est pas du tout ça. Il y a un malheureux qui écrit un script qui met 2 ans à le faire lire à un acteur, enfin à 10 acteurs. Il y en a un qui va accepter ou pas. Après, on va trouver un producteur qui dit où est le pognon, qui va partir chercher l'argent, etc. Les producteurs d'Hollywood, les Cécile B. 2000, Sam Goldwyn, la Metro Goldwyn-Mayer, eux, ils étaient participants de la création. Non seulement ils avaient l'idée de départ, mais ils infusaient dans tout, etc. Aujourd'hui, un réalisateur dit « Moi, je veux bien faire le film, mais je veux pas que le producteur me dise ce que j'ai à faire. » Un peu comme on fait dans la publicité. Finalement, on est exactement avec nos équipes, on est apporter proche les des méthodes de la publicité à la production du cinéma, parce que le cinéma va beaucoup souffrir. Oui. Mais il ne peut pas mourir, parce que si on perd notre plus belle usine à rêve, même si on le replace par les métatati, les métatata, c'est notre âme qui va mourir. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les annonceurs ont toujours besoin de nous, communicants, publicitaires, ou est-ce que tu crois qu'ils ont aujourd'hui une certaine maturité par rapport à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils voient, etc. Ils se disent, bon, les publicitaires, j'ai presque plus besoin d'eux parce que ma marque est établie, etc. Ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a quand même une demande
de leur part pour justement venir apporter cette cure de jouvence à leur marque à la régulièrement. fois les marques débutantes, comme cette marque dont je te parle, qui s'appelle la Maison Joseph, de bijouterie. Non, pas de bijouterie, de maroquinerie d'ailleurs. De maroquinerie. À la fois, les entreprises naissantes ont absolument besoin de professionnels pour qu'ils n'investissent pas trop tôt, parce que la publicité, c'est comme le diable. Quand tu lui donnes le petit doigt, elle va te prendre le bras. Donc, il faut être prêt et être sûr de pouvoir investir pendant 3 ans si tu veux lancer une marque. Et deuxièmement, ne pas faire de fautes de positionnement, savoir faire les benchmarking qu'il faut, avoir les études qui nous permettent de savoir ce que va devenir le consommateur dans 3 ans. Ça, ils ne peuvent pas l'inventer eux-mêmes. Et deuxièmement, pour les grandes marques, alors là, c'est totalement impossible de se passer d'une agence parce que ce sont des marques qui sont dans 100, 140, 180 pays du monde. Elles ne risquent pas de le faire à la main et elles sont bien obligées de passer par les agences. Et puis, il n'y a que les agences qui, à un moment donné, ont les moyens de payer les très grands talents qui vont faire les très grandes pubs. Parlons un peu de digital aujourd'hui. Le groupe est très dans la publicité, dans la création, le digital aussi. Est-ce que tu interviens des fois sur des projets qui sont plutôt digitaux, réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, au niveau des idées. Au niveau des idées, oui. Mais tout le monde dit que la data, c'est la nouvelle créa. C'est faux. La data, c'est un média. Et c'est comme un revolver. Tu appuies sur la gâchette, s'il n'y a pas de balle, rien ne sort. Donc l'idée, c'est la balle. C'est elle qui va faire la différence. Donc plus il y a de data, plus il faut de balles. Plus il faut de créa. Et d'ailleurs, la publicité vient de faire une année exceptionnelle dans le monde. Même nous, on fait 20% de plus d'augmentation de nos profils. Publicis fait 10% de nos profils. Toutes les agences du monde sont en profit parce qu'il y a eu un peu une privation de créativité parce que le Covid a tout bloqué, y compris les idées des créatifs. D'ailleurs, il y a un creux. Il y a eu un creux terrible de créativité, mais qui après crée un rebond extraordinaire. Toutes les sorties de crise et les sorties de guerre, comme pour se faire pardonner, créent des rebonds qui relancent les choses et qui font avancer le monde chaque fois. Et là, ça à quel prix ? Mais c'est comme ça. Et donc, il faut se préparer au rebond. Dès le premier jour de confinement, Yannick Bolloré a pris toutes les décisions pour préparer le rebond. Donc, avec déjà 2 ans et demi d'avance, ce qui fait que l'on va tellement vite. C'est notre meilleure année depuis Charles Havas, qui est notre maître à tous. Je suis là, Charles Havas, notre maître à tous, qui a créé... L'inventeur de la publicité. L'inventeur de la publicité et de tous les métiers de la pub, parce qu'il a créé la première société d'édition, il a créé la société de médias, il a créé l'agence de presse, l'AFP, qui existe toujours, et il a créé la publicité. Donc le Covid, plutôt une opportunité pour les agences, malheureusement, je dirais, parce que c'est une période compliquée. Le COVID, mais en termes de ressort... De rebond. De rebond, voilà. Alors ça a coûté très cher créativement, parce qu'il y a eu un faux plat terrible, mais le rebond est d'autant plus fort. Penses-tu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une formidable opportunité pour les créatifs, puisqu'on n'a plus de format finalement, alors qu'en publicité, on est sur des 30 secondes, des 4x3, enfin des formats très réglementés, de par le support des médias. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, du coup, ayant moins de frontières en termes de timing, de format... Les réseaux sociaux, c'est le pire et le meilleur. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel au niveau technologique, parce que tout y est possible. On n'est pas contingenté, ni au niveau des délais, ni au niveau du temps d'exposition, ni au niveau créatif. Tout est possible dans tous les sens. Mais il y a 2 grands vices. C'est que les réseaux sociaux, ils vont à une rapidité... à la rapidité de l'électronique. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de voir ce qui se passe. Alors, soit d'ailleurs les messages sont très courts et tu les oublies le lendemain matin, soit ils sont longs et tu te perds parce que tu n'as pas le temps de les écouter jusqu'au bout. Le format de la télévision, c'est un format qui a été très étudié. Alors, il a commencé en 20 secondes,
Puis on est passé à 30 secondes, maintenant on est à 1 minute, exceptionnellement on est à 2 minutes, mais pour très peu de marques, c'est pour des grands lancements de marques ou des repositionnements de marques. Mais c'est 1 minute, c'est le temps idéal pour faire passer un message, d'abord pour étonner, avoir le temps de raconter une histoire. 20 secondes, il ne reste rien de ton histoire. Bon, et de donner suffisamment d'allégorie et de mystère et de créativité et d'étonnement dans ta publicité pour qu'elle touche. Et donc, on ne pourra jamais se priver de la télévision. Mais, en même temps, il faut absolument qu'on arrive à domestiquer ces réseaux sociaux qui sont des flux d'humour, mais aussi des flux de haine. Et d'ailleurs, les annonceurs sont très en colère parce qu'ils n'arrivent pas à faire que leur voisinage, et d'ailleurs tous les Google et autres réfléchissent à ça, ils n'arrivent pas à être sûrs de leur environnement. Car les consommateurs, quand ils voient une saloperie du net et qu'ils voient qu'un annonceur s'est collé à ça, il en veut à son annonceur de l'avoir exposé à la saloperie du net, comme si c'était l'annonceur qui était propriétaire des réseaux sociaux. Donc ça va être un vrai problème à régler, mais demain ça inventera autre chose. Bon, les métaverses sont là pour ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même 30% dans l'ensemble du numérique, hein, parce qu'il y a quand même tous les autres numériques, mais c'est de l'ordre de 30% à 40% des investissements dans les pays un peu haut de gamme, parce qu'évidemment après c'est moins fort après. Ouais. Que penses-tu des influenceurs? Alors, il y a plusieurs types d'influenceurs, hein. Il y a la télé-réalité, il y a des vrais gens qui ont des expertises, au sens générique ou général. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, j'aime pas beaucoup, d'abord, le mot influence. Même si, ici, on est la première agence d'influence. Ouais, bon, mais je trouve dommage, parce qu'on s'appelait corporate, puis ça voulait trop rien dire, on s'est appelé influence. C'est pas le même le mot que je préfère. Moi, je préfère qu'on s'appelle conviction. Bon, oui, on a le droit d'essayer de convaincre les gens. Pas le droit de les influencer. Bon. D'ailleurs, c'est un mot politique, hein, le mot influence. Conviction, c'est un mot guerrier. Ouais. C'est un mot où j'y vais le couteau entre les dents et je vous prends dans mes bras et je fais tout pour que vous croyiez à mon message. Il y a un peu de manipulation. Il y a un peu de manipulation, etc. Ouais. Bon. Donc, j'aime pas beaucoup les influenceurs parce que l'influence, déjà, au niveau des grands groupes, des États, c'est quand même une communication indispensable parce qu'on est obligé de faire du lobbying si on veut faire avancer les idées du monde et les nouveaux produits du monde. C'est un passage obligé. Mais les influenceurs, ce que je n'aime pas chez eux, c'est que c'est des pubs déguisées que l'on dit gratuites, mais elles ne sont pas gratuites parce qu'eux les monnaient. S'il y avait des influenceurs, il y en a quelques-uns d'ailleurs, bon, et surtout ceux qui ont inventé l'influence, qui gardaient leur intégrité, ne se faisaient pas payer par les marques, ne trouvaient pas des sous-commissions, des surcommissions, des tricommissions, des quadricommissions, n'en faisaient pas un métier qui ne dit pas son nom. Parce que la publicité, elle dit son nom, elle dit oui, je fais la publicité, je paye, voilà. Et là, c'est du sous-main, c'est du souterrain. Et je pense qu'il faudra que ça soit régulé. Ça commence d'ailleurs à... Oui, ça se régule avec la RCP. Ça se régule, ça y est, c'est en train d'arriver. On a perdu d'ailleurs trop de temps. Mais tous les moyens de communiquer et tous les nouveaux moyens de communiquer, il faut les respecter et il faut les améliorer. C'est-à-dire, si on avait des influenceurs qui faisaient partie d'une agence, annoncent la couleur, et que le consommateur sache qu'il n'est pas trompé, ce serait formidable. Et ça va devenir formidable. C'est un peu ce qu'a été la publicité rédactionnelle à l'époque. J'étais pas né. Dans les années 70... Bon, dans les années 70, je n'étais pas né. Moi, j'étais déjà dans la pub. 74. Moi, j'étais déjà dans la pub. Eh bien, moi, je me suis beaucoup battu
contre ce qu'on appelait cette publicité Rédac, informative, qui faisait semblant, dans le Figaro, c'était comme une page du Figaro, mais c'était une page de pub. Bon, et puis il y avait un tout petit communiqué en haut ou en bas de la page. Et d'ailleurs, j'ai tempêté comme un fou, on a réussi à décider les journaux d'abolir ça, et de ne plus faire ça. Parce que la force de la publicité, c'est de dire je suis un mensonge qui dit la vérité. Je suis un mensonge parce que je ne dis pas toute la vérité. Je vous dis que ma lessive lave plus blanc. Je ne vais jamais vous dire qu'elle lave plus noir, mais je pourrais vous dire aussi, attention, elle est chère. Attention, ça ne marche pas toujours. Attention, etc., etc., etc. Dans la deuxième partie, la plus importante, c'est elle quand même qui crée l'étonnement. Un jour, Cocteau a croisé Diaghilev, il lui a dit « Donne-moi la définition de ton art ». Et Diaghilev lui a dit « Étonne-moi ». Et Cocteau lui a dit « Non, étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie ». Et moi, je dis « Non, allez au musée, Diaghilev, au musée. Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité. La publicité, elle doit être d'autant plus libre qu'elle reconnaît qu'elle est là pour vous faire gagner de l'argent. D'accord, donc influenceur qui avance très masqué, du coup pas très honnête par rapport aux consommateurs et au public, parce que c'est la transparence qu'on cherche. Oui, mais pour moi, le plus grand influenceur du moment, c'est Attal. Ouais. Il est génial. Mais on sait bien qu'il est un service commandé. Mais on sait bien qu'il diffuse la parole du roi. Mais il le fait tellement bien, il la relaie en permanence. Oui, c'est son rôle de diffuseur auprès du grand public, de la pensée du président, du gouvernement. Voilà, mais ça c'est un vrai influenceur comme je les aime. Voilà. Et en plus, il sait chaque fois dire les choses encore plus simplement que ça n'a été dit par tel ou tel ministre ou son président. Il le dit en cohésion avec le reste, il le dit avec cette espèce de jeunesse, d'enthousiasme. Une proximité, de virginité, c'est génial. Ça, c'est un influenceur. Et que penses-tu du coup de la politique qui utilise des fois des influenceurs pour faire passer des messages? Alors on l'a vu pendant le Covid avec McFly, Carlito et le président. Très dangereux, très dangereux. Mélange dangereux quand même. Mélange dangereux, bien sûr. Le président aurait pu faire autrement, mais ça s'est passé comme ça. Et à la fois, c'est bien qu'il sache jouer le jeu. Sans quitter la pièce. Passons au GAFA. Gros sujet, tu as écrit un livre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des GAFA en termes de pouvoir, en termes de data, en termes de puissance qu'ils ont aujourd'hui dans l'échiquier de la communication, du digital? Penses-tu qu'ils ont trop de pouvoir aujourd'hui? Écoute, quand j'ai écrit mon livre il y a 4 ans maintenant, Le diable s'habille en GAFA, qui racontait tout ça, j'ai poussé un coup d'alarme terrible que personne n'a écouté. Enfin, moi, je suis un microbe dans le système. Mais même en France, je suis un peu connu, personne n'a vraiment voulu faire passer le message en disant ils vont devenir maîtres du monde. D'ores et déjà, à 4, enfin maintenant, on peut dire que maintenant ils sont passés de 4 à 6, à 6, leur fortune réunie équivaut au reste de la fortune du monde. Dans 5 ans, ils représenteront 80% de la fortune du monde. Autrement dit, ils seront maîtres du monde, ils pourront faire n'importe quelle connerie, nous envoyer sur Mars pour se débarrasser de nous, faire des bateaux qui passent pas sous les ponts, etc., etc. Au lieu de créer, comme l'a fait le seul milliardaire qui pour moi mérite le titre de milliardaire du cœur, c'est de créer une fondation qui se met qui a qu'une envie dans la tête, c'est de rendre le monde meilleur et surtout les pays en souffrance comme l'Afrique. Tu penses du coup qu'il va y avoir un démantèlement, un peu comme Rockefeller à une époque, qui était quand même très puissant dans le marché mondial? C'est obligé, et sur l'ex-Facebook, c'est ce qui se passe avec Zuckerberg, ils vont l'obliger à ça. Oui. Il a déjà perdu 40% à la bourse, donc ça va bouger. Google, c'est autre chose. Google, c'est un outil indispensable. Donc on ne peut pas lui faire le reproche de nous permettre de nous mettre en communication avec le monde entier.
pour lui faire le reproche de l'utilisation des milliards qu'il a dans ses caisses, pour ne pas essayer de s'occuper mieux du monde, même s'il commence à le faire, mais c'est fait de façon désordonnée. Tu as participé à une vingtaine de campagnes présidentielles, 19, tu m'as dit 20, la 20e, voilà, 19 gagnés, une perdue. Donc 20 campagnes présidentielles. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui ont changé la communication politique en termes de puissance de diffusion, de messages? Encore faut-il avoir des messages, peut-être, aujourd'hui Écoute, je ne crois pas tellement. J'ai vu un sondage dernièrement dans le Figaro qui disait que 30% de l'influence sur les Français de la communication, 30% c'était les journaux télévisés. Que 30% c'était les discussions à la maison. Que ces discussions à la maison, elles étaient influencées par les réseaux sociaux et elles étaient influencées par les meetings. C'est des moments forts où tout d'un coup la famille parle du même sujet. Et puis après, tu as 19% les chaînes d'infos, tu as 10% la presse, et puis des bricoles. Bon. Donc, il y a un pouvoir, mais il n'y a pas tous les pouvoirs. Donc la télé reste importante. Encore faut-il avoir peut-être des débats ou des choses... Mais comment se gagne une élection ? Une élection, c'est François Mitterrand qui m'a donné la définition d'une élection. Est élu l'homme, moi je rajoute la femme, non ? Est élu l'homme, la femme, je vais même dire est élu la femme, l'homme, je ne veux pas me faire foutre en prison. Attention dans l'ordre, il faut bien respecter. Dans l'ordre, bon. Est élu la femme, l'homme, qui raconte à son peuple, à un moment donné de son histoire, le morceau de son histoire qu'il veut entendre, point, à la condition qu'il en soit le héros crédible. Donc c'est ce récit qui va faire la différence. C'est très intéressant dans ce qui va se passer maintenant, parce que, bon, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme récit ? On a le récit affadi de Marine Le Pen, qui, comme elle a changé son récit, comme elle a adouci son récit, comme elle a compris qu'il fallait pas être contre l'Europe, pas ceci, pas cela, etc., comme elle a mis beaucoup d'eau dans son vin, fait quand même une campagne honorable, même si toutes ces idées, pour moi, ne le sont pas. Bien. Ensuite, il y a un mec qui fait une vraie campagne, c'est Zemmour. J'aime pas du tout cette espèce de haine qui flotte autour de lui, dont il est responsable parce qu'il a au lieu de démarrer sa campagne, comme l'a fait à merveille notre cher communiste, qui peut-être demain va se taper les socialistes, bon, puisqu'il est aujourd'hui à 4% dans les sondages et que les socialistes sont à 3%. Bon. Mais lui, il est pour une France heureuse, pour une France joyeuse, et je suis désolé, Zemmour, il est pour la France du pire, pour la France du déclin, pour la France colonialiste, pour la France qui a tous les défauts du monde. Une campagne, c'est pas fait pour ça. Après, tu as Pécresse qui fait une campagne d'union des droites qui sur le projet est difficilement attaquable pour les gens de droite, bien entendu. Mais comme l'élection de toute façon se fera à droite, c'est là qu'il faut le faire. Pour l'instant, elle n'a pas prouvé qu'elle portait l'habit de président. Pour moi, ça reste encore un Juppé en jupe. Et elle n'a pas encore, c'est maintenant que ça doit se décider, elle n'a pas encore vêtu la toge. La toge présidentielle, etc. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une femme, d'ailleurs. Voilà. Après, la gauche, hélas, s'est suicidée. Et elle a eu un premier coup de couteau dans le cœur donné par la maire de Paris, et le deuxième coup de couteau dans le dos donné par l'égérie de la gauche. Mais qu'est-ce que c'est que cette assemblée de fossoyeurs
de leur propre parti, de leur propre idéologie, de leur propre sens de la vie. Moi, j'ai jamais été d'aucun parti et j'ai jamais été d'aucune idéologie. Enfin, j'étais mitterrandiste, jusqu'aux forces de l'esprit. Bon, et Mitterrand, d'ailleurs, était un homme de gauche qui avait le portefeuille à droite, qui est aussi ma définition d'une politique bien comprise. Bon. Donc, je pense que maintenant, tout est dans les mains d'Emmanuel Macron. Il ne peut plus attendre beaucoup. Oui. Une semaine, 2 semaines. Bon. Il ne pouvait pas venir plus tôt. Il fallait bien qu'il règle le problème du Covid et qu'il essaye de voir comment on pouvait calmer les aspirations russes. Bon, c'est en cours. Il faut espérer que les choses vont se calmer. Bon, et après, il faut y aller. Il va être obligé de faire une campagne extrêmement rapide. Mais ça veut dire qu'il va gommer tout ce qui a été fait avant. Parce que rien n'a vraiment marqué. Ce qui a marqué, c'est la campagne, parce qu'elle était différente, parce qu'elle était agressive, parce qu'elle était faite avec beaucoup de talent, parce qu'elle était populaire, un peu dans le sens populo, qu'elle était mordante. Donc c'est celle qui a marqué, mais l'effet va venir de là. Et il peut ou gagner ou perdre là-dessus. Aujourd'hui, il est difficilement rattrapable, mais comme c'est une fausse campagne, c'est une campagne Tefal, elle n'accroche pas. Comme c'est une fausse campagne, que personne n'a fait le trou, que tout ça végète un peu, c'est très difficile d'être prophète du futur. Mais il n'y a pas de programme quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces. Toi qui es un publicitaire né, il y a beaucoup de slogans lancés. Il y a beaucoup de slogans, mais chacun a son programme qui est un peu le programme de l'autre. Oui, tout se mélange un peu. Il n'y a pas un programme. Je pense que le programme de Macron, la chance qu'il a, c'est que il a déjà fait des choses. Il en a fait de bien, il en a fait de mauvaises. Il a déjà fait son mea culpa. Il va le refaire. Bon, mais il ne va pas passer sa vie à dire, bon, il a fait comme il a pu. Mais déjà, c'est fait. Et il faut absolument lui laisser la possibilité de continuer. Parce que ce qu'il faut faire, c'est la grande réforme de l'État. Il faut réformer l'administration, on l'a vu avec le Covid. Bon, et il faut réformer ce diable qu'est le fonctionnariat. Bon. Donc ça, il ne peut le faire que quand il n'est pas réélu. Parce qu'on n'acceptera jamais d'un président qui touche à ce qui est sacré, c'est-à-dire à un cheveu de fonctionnaire. Bon. Donc maintenant, il aura les moyens de le faire. S'il n'est pas élu, on va avoir Pécresse ou quelqu'un d'autre qui va commencer par changer tout ce qu'il a fait, foutre à la poubelle tout ce qui a été fait. Mais en plus, il faut savoir que tout président, quand il arrive, a 2 ans pour apprendre son métier. Parce qu'il y a une école nationale de l'administration, il n'y a pas une école nationale de la présidence. Bon. Mais Giscard, 2 ans après, il avait déjà fait ses bêtises de couverts en or, etc. Il était déjà mal en point. Mitterrand, 2 ans après, la France était en faillite, il ne faut pas l'oublier. Chirac, 2 ans après, il était en cohabitation. Donc, il faut bien savoir qu'ils ont tous mis 2 ans à arriver. Lui, il a mis 2 ans à arriver, il a fait toutes les fautes de jeunesse que l'on pouvait faire. Aucune n'était très grave. Bon. Mais voilà. Mais maintenant, il est devenu vraiment un président. Donc, il faut lui donner sa chance. C'est une folie. Tout ça, pourquoi ? Parce que moi, je suis un anti-quinquennat. Le quinquennat, c'est une machine à tuer la démocratie. Il faut, parce qu'il est renouvelable. C'est-à-dire que donc, 2 ans pour apprendre, 2 ans pour faire, 1 an pour faire sa campagne. Donc 2 ans sur 5. Moi, je veux un septennat unique, non renouvelable. Alors, il y aura peut-être 2 ans à perdre, mais il y aura après 5 ans avec aucun problème personnel qui peuvent venir influencer. 5 ans, c'est court sur un temps d'aujourd'hui qui est impossible à faire, comme tu viens de le rappeler. Écoute, merci pour cet éclairage politique, réseaux sociaux. Quels sont aujourd'hui tes prochains projets ? Est-ce que tu peux nous donner les prochains projets sur lesquels tu travailles, ou pas confidentiels évidemment, mais des prochains chantiers? Mais tu sais, moi, mes projets, je suis l'open bar. Ouais. Donc j'ai les projets de tout le monde. Yannick va arriver, il n'est pas arrivé, mais pareil, tu m'as dit, tiens, j'ai un truc, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Je vais réagir. Bon, après, j'ai dans la semaine, là,
Je t'en parlais, j'ai un new business important avec Boiron. C'est une marque que j'ai dans le cœur. Je suis docteur en pharmacie. Oui, forcément, ça donc, te touche. Rien ne peut m'honorer plus que de me confier une marque. Et comme on est en plus les numéros 1 mondiaux de la publicité pharmaceutique, je me bats là-dessus. Je te l'ai dit, j'ai Decathlon qui m'a demandé de repenser à sa marque. On travaille là-dessus. Mais il y a 10 autres sujets. Donc, je chôme pas. Oui, ça n'arrête pas quand même. Je chôme pas. Donc, je suis ta pause de la journée. Ouais. Entre plein de projets qui arrivent. Ils attendent, hein, je vois. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à un jeune publicitaire ou communicant qui va commencer sa carrière dans le métier? Qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à tout ce que tu as vécu et le monde aujourd'hui? C'est très simple. Il faut aimer la pub d'amour. Voilà. Il faut être prêt à tout lui donner. Plus tu lui donnes, plus elle te rend. Plus tu l'aimes, plus elle t'aime. Plus tu la glorifies, plus elle te glorifie. Plus tu la fais avancer, plus elle te fait avancer. Si tu n'es pas prêt à cette union presque charistique, avec un métier qui est pas un métier qui est un talent, qui n'est pas un métier qui est une aspiration, il faut changer de métier. Dès le départ, faut aller ailleurs. Parce que on ne peut pas réussir dans ce métier si on n'a pas dans la peau et si on n'a pas du talent. C'est vrai que les grands communicants sont quand même des gens très charismatiques qui portent leur passion ou leur amour pour ce métier. Rien de bien ne se fait sans passion égale. Et ben, c'est la définition de la publicité. Super. Est-ce que tu aurais un livre de référence, à part les tiens peut-être, à côté des tiens, parce qu'évidemment, moi, j'ai un livre de référence. De chez toi. Moi, j'ai un livre de référence parce que c'est le premier livre qui m'a marqué au cœur, marqué au fer. Quand je suis parti au Tour du Monde, j'ai pris un livre. Comme Madame Messi, j'en ai pris qu'un parce que le problème du Tour du Monde, c'est que il fallait qu'on ait le moins de poids possible. Oui. Pourquoi on a pris une de chevaux? Parce qu'on pouvait la soulever. Et tous les gens qui avaient traversé les déserts m'ont dit, vous serez victime du poids. Nous, on avait coupé en deux nos brosses à dents pour qu'elles pèsent moins. Et quand on lisait un livre, quand on avait lu le chapitre, on arrachait les pages, d'abord pour nous faire le feu le soir, pour nous faire un petit frichti, mais on avait de tous les côtés allégé la voiture. On était quand même d'avoir des renforts de tôle qui pesaient très lourd. Donc tout reste. Sans cette voiture, on pouvait. Aucune autre voiture n'aurait pu faire ce que l'on a fait. Tout le monde pouvait faire le tour du monde, mais sans connaître rien de la mécanique, sans aucune particularité, sans aucun suivi, sans téléphone, parce qu'on a traversé 8 déserts, sans téléphone, sans GPS, sans hélicoptère, à la boussole, sans hélicoptère qui tourne autour, etc. Donc il n'y a que cette voiture qui pouvait le faire. Et donc ton livre que tu as remporté? Et donc mon livre, quel est-il? Mon livre, c'est Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Pour moi, le plus beau livre de tous les livres que j'ai pu lire. Et c'est lui qui a été mon compagnon de route. Et quand je suis arrivé à New York, au moment où j'avais gardé son arrivée à New York pour la lire, au moment où j'arrivais à New York, quand j'ai lu la première ligne, New York est une ville debout, c'était l'amour à tout jamais. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jacques? Il faut me souhaiter... plein de projets, plein d'amour. Non, il me faut souhaiter l'immortalité. Ouais. Il paraît qu'ils y travaillent là-bas. Oui. S'ils ont besoin d'un cobaye, je suis à eux. Voilà, j'arrive. Écoute, je pense que tu es sur la bonne voie, parce que honnêtement... voilà, donnez-moi l'immortalité de Dalai Lama. Toi que j'aime plus que tout. Ouais. Fais-moi immortel. Super, merci beaucoup Jacques pour ce moment. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.